Il existe des symboles qui ne servent pas à décorer, mais à transmettre ce qui ne doit jamais être dit à voix haute. Depuis des siècles, certains signes traversent les civilisations, les empires et les religions sans jamais disparaître. Parmi eux, le zodiaque occupe une place étrange, presque dérangeante. Présent sur les temples antiques, les manuscrits interdits, les cathédrales, et au cœur même de la franc-maçonnerie. Coïncidence? Ou langage codé réservé à ceux qui savent lire entre les étoiles? Ce que vous allez entendre dans cette vidéo n'est pas une simple interprétation symbolique. C'est une plongée vertigineuse dans un système de connaissances ancien, dissimulé derrière des rituels, des degrés d'initiation et des symboles que peu comprennent réellement. Pourquoi les francs-maçons utilisent-ils le zodiaque? Que cache réellement cette roue céleste? Et surtout, que révèle-t-elle sur la vision secrète du monde, de l'homme et du destin? Restez jusqu'à la fin, car chaque partie dévoilera une couche plus profonde, plus troublante, parfois dérangeante de cette vérité cachée. Si vous aimez les récits qui remettent en question ce que l'on vous a toujours appris, pensez à vous abonner, à liker cette vidéo et à activer la cloche. Ce soutien permet à ce genre de contenu de continuer à exister. Maintenant, ouvrez l'esprit. Le voyage commence. Il existe une vérité que les sociétés initiatiques ont toujours comprise avant le reste de l'humanité. Celui qui contrôle les symboles contrôle la manière dont les hommes perçoivent la réalité. Et parmi tous les symboles jamais utilisés, aucun n'est aussi ancien, aussi universel et aussi puissant que le zodiaque. Avant d'être associé aux horoscopes modernes, aux magazines ou aux prédictions simplifiées, le zodiaque était un outil sacré, un système de lecture du monde, de l'homme et du temps. Et c'est précisément pour cette raison que la franc-maçonnerie l'a intégré au cœur de son langage symbolique, sans jamais l'expliquer publiquement. Le zodiaque n'est pas né pour prédire l'avenir. Contrairement à ce que l'on vous a appris, le zodiaque n'a jamais été conçu pour dire à quelqu'un s'il allait rencontrer l'amour ou connaître la richesse. Cette vision est récente, commerciale, volontairement appauvrie. À l'origine, le zodiaque est une carte cosmique de la conscience humaine. Les premières traces remontent à la Mésopotamie, bien avant la Grèce antique. Les prêtres sumériens observaient le ciel non pas par curiosité scientifique, mais parce qu'ils étaient convaincus que le ciel reflétait une intelligence supérieure. Pour eux, les étoiles n'étaient pas des objets inertes. Elles étaient des points de communication entre le monde visible et l'invisible. Chaque constellation n'était pas un simple dessin arbitraire, mais un archétype, une force, un principe actif qui influençait la matière, les sociétés et surtout l'âme humaine. Ce savoir était réservé à une élite, rois, prêtres, initiés. Le peuple, lui, n'y avait pas accès. Et cette séparation entre ceux qui savent et ceux qui croient est exactement la même que l'on retrouvera plus tard dans la franc-maçonnerie. Pourquoi les sociétés initiatiques se tournent toujours vers le ciel? La franc-maçonnerie ne s'est jamais présentée comme une religion. Officiellement, elle se définit comme une école morale et philosophique. Mais dans ses rituels les plus profonds, une chose saute aux yeux de ceux qui savent observer. Le langage maçonnique est un langage cosmique. Le temple maçonnique est orienté. Les colonnes symbolisent des forces opposées. La lumière est introduite progressivement. Le parcours de l'initié suit un cycle précis. Rien de tout cela n'est décoratif. Les francs-maçons ont hérité d'une tradition beaucoup plus ancienne, issue des mystères égyptiens, chaldéens, pythagoriciens et hermétiques. Or, toutes ces traditions avaient un point commun fondamental. Elles enseignaient que l'homme est un microcosme reflétant le macrocosme. Autrement dit, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Le zodiaque devient alors une clé de lecture. Non pas pour prédire le futur, mais pour comprendre les cycles de la vie, les étapes de l'évolution intérieure, les lois invisibles qui gouvernent l'existence. Le zodiaque comme roue initiatique. Dans les enseignements ésotériques anciens, le zodiaque n'est pas une ligne droite, mais une roue. Une roue qui tourne sans cesse, symbolisant la naissance, la mort et la renaissance. Chaque signe représente une étape du chemin initiatique. Le bélier, l'impulsion première, la naissance de la conscience. Le taureau, la matière, l'ancrage, le désir.
les Gémeaux, la dualité, l'apprentissage, la division intérieure, le cancer, la mémoire, l'origine, le foyer, le lion, l'ego, la volonté, la lumière personnelle, la Vierge, la purification, le discernement, la balance, la justice, l'équilibre, le Scorpion, la mort symbolique, la transformation, le Sagittaire, la quête, la direction, le Capricorne, l'épreuve, l'ascension, le Verseau, la connaissance libérée, les Poissons, la dissolution, le retour à l'unité. Ce schéma n'est pas innocent. Il décrit exactement le parcours que l'initié maçon traverse symboliquement au fil des degrés. La franc-maçonnerie est l'art de cacher à la vue de tous. L'un des principes fondamentaux de la franc-maçonnerie est le suivant. Le secret n'est pas caché, il est voilé. Cela signifie que les symboles sont visibles, mais incompréhensibles sans les clés. Le zodiaque fait partie de ces symboles universels que tout le monde croit connaître, mais que presque personne ne comprend réellement. Dans certains temples maçonniques anciens, on retrouve des plafonds décorés de constellations, des références aux 12, des cycles de lumière correspondant aux saisons, des allusions aux planètes traditionnelles. Officiellement, ces éléments sont décoratifs ou philosophiques. Officieusement, ils servent à programmer l'esprit de l'initié à penser en cycle, en loi naturelle, en correspondance. Les 12, un nombre qui ne doit rien au hasard. Pourquoi le zodiaque compte-t-il 12 signes? Pourquoi retrouve-t-on le nombre 12 partout? 12 tribus d'Israël, 12 apôtres, 12 travaux d'Hercule, 12 mois, 12 heures du jour et de la nuit, 12 degrés principaux dans certaines traditions initiatiques. Ce nombre représente la complétude d'un cycle. Il symbolise un ordre caché, une architecture invisible du temps et de la conscience. La franc-maçonnerie utilise le 12 comme une structure silencieuse. Elle ne l'explique jamais directement, mais l'intègre dans ses récits, ses grades, ses mythes fondateurs. L'homme comme temple zodiacal. Voici l'une des connaissances les plus dérangeantes, rarement évoquée publiquement. Dans l'ésotérisme ancien, le corps humain est associé au zodiaque. Chaque signe correspond à une partie du corps. Bélier, la tête, taureau, la gorge, gémeaux, les poumons. Cancer, l'estomac, lion, le cœur, vierge, les intestins. Balance, les reins. Scorpion, les organes reproducteurs. Sagittaire, les cuisses capricorne, les genoux verseau, les chevilles poisson, les pieds. Ainsi, l'homme devient un temple vivant, aligné avec le cosmos. Cette idée est centrale dans la franc-maçonnerie. Le véritable temple n'est pas un bâtiment, mais l'être humain lui-même. Travailler sur la pierre brute, ce n'est pas seulement améliorer son caractère moral. C'est réaligner l'homme avec les lois cosmiques. Pourquoi ce savoir a été fragmenté? Si ce système est aussi ancien et cohérent, pourquoi a-t-il été réduit à de simples horoscopes? Parce que le savoir complet donne du pouvoir, un pouvoir intérieur, une autonomie spirituelle. Et ce genre de pouvoir n'a jamais été offert librement aux masses. Les sociétés initiatiques, dont la franc-maçonnerie, ont choisi une autre voie. Préserver le savoir, mais le fragmenter, le dissimuler sous des couches symboliques pour qu'il ne soit accessible qu'à ceux qui cherchent vraiment. C'est là que commence la vraie question. La franc-maçonnerie utilise-t-elle le zodiaque comme un outil de domination ou comme une clé de libération intérieure? Les étoiles n'agissent pas sur l'homme. Elles révèlent ce que l'homme porte déjà en lui. Maxime hermétique transmise dans les cercles initiatiques. Si la première partie a révélé que le zodiaque est une roue initiatique, alors il est temps de franchir un seuil plus troublant. Car le zodiaque, à lui seul, n'est qu'une structure, une ossature. Ce qui lui donne vie, mouvement et pouvoir, ce sont les planètes. Et c'est précisément là que la franc-maçonnerie devient silencieuse. Car parler des planètes, ce n'est plus parler de symboles généraux. C'est parler de forces actives, de rythmes invisibles, d'influences psychiques, et surtout, de rituels. Les planètes, des dieux déguisés en astres. Dans l'Antiquité, aucune planète n'était perçue comme un simple corps céleste. Chacune était l'expression visible d'un principe divin, parfois bienveillant, parfois destructeur, toujours ambivalent. Saturne, le temps, la limite,
la mort, l'épreuve. Jupiter, la loi, l'ordre, l'autorité spirituelle. Mars, la guerre, l'action, le feu intérieur. Vénus, l'attraction, le désir, l'harmonie. Mercure, le messager, l'intelligence, la parole. La Lune, l'inconscient, la mémoire, l'illusion. Le Soleil, la conscience, l'identité, le centre. Ces planètes étaient appelées des intelligences, non des objets. Elles ne n'étaient pas adorées naïvement, mais étudiées, comprises, intégrées. La franc-maçonnerie a hérité de cette vision par l'hermétisme, l'alchimie et les mystères antiques. Mais elle a fait un choix stratégique. Ne jamais enseigner frontalement l'influence planétaire, seulement la suggérer. Pourquoi ce silence autour des planètes? Parce que les planètes touchent à une vérité inconfortable. L'homme n'est pas aussi libre qu'il le croit, tant qu'il ne comprend pas les cycles qui l'influencent. Dans les cercles initiatiques anciens, on enseignait que chaque individu naît sous une configuration précise, chaque période de la vie est gouvernée par une énergie dominante, chaque transformation intérieure correspond à une phase cosmique. Révéler cela publiquement, c'est remettre en cause le libre arbitre tel qu'il est enseigné aux masses. La franc-maçonnerie préfère donc une autre méthode. L'initiation progressive, par symbole, par vécu, par expérience intérieure. Le temple maçonnique, une carte céleste déguisée. Regardons le temple maçonnique non pas avec les yeux d'un visiteur, mais avec ceux d'un initié. L'orientation est-ouest n'est pas esthétique. Elle suit le mouvement solaire. Le vénérable maître siège à l'est, là où le soleil se lève. Les surveillants occupent des positions correspondant aux équilibres cosmiques. La lumière n'est jamais totale. Elle est graduelle, contrôlée, ritualisée. Tout cela reproduit une cosmologie. Dans certains rites anciens, aujourd'hui rarement pratiqués ou volontairement édulcorés, chaque tenue correspondait à une influence planétaire spécifique. Les jours, les heures, les couleurs, les métaux, rien n'était laissé au hasard. Les métaux, le langage alchimique oublié. Voici une clé essentielle que peu connaissent. Chaque planète est associée à un métal. Soleil, or, lune, argent, mercure, mercure, vif argent. Vénus, cuivre, Mars, fer, Jupiter, éteint Saturne, plomb. L'alchimie n'était pas une tentative primitive de créer de l'or. C'était un langage symbolique, décrivant la transformation de l'âme humaine. Dans la franc-maçonnerie, la pierre brute correspond au plomb saturnien, lourde, dense, inconsciente. Le travail initiatique vise à transformer ce plomb intérieur en or solaire, la conscience éveillée. Ce processus suit exactement le parcours zodiacal et planétaire. Saturne, la planète la plus redoutée et la plus cachée. S'il existe une planète que la franc-maçonnerie traite avec une prudence extrême, c'est Saturne. Saturne représente le temps qui dévore, la loi implacable, la mort symbolique, l'initiation par l'épreuve. Dans les traditions anciennes, Saturne était le gardien du seuil. Aucun initié ne pouvait accéder à la lumière sans passer par lui. C'est pourquoi de nombreux symboles maçonniques, la couleur noire, la faux, la pierre, le silence, la discipline, sont saturniens, même si ce mot n'est jamais prononcé. Saturne n'est pas maléfique. Il est nécessaire, mais il est exigeant. Il détruit l'illusion pour révéler l'essence. Le zodiaque comme mécanisme de transformation psychique. Voici une vérité rarement dite clairement. Le zodiaque est une machine de transformation de la conscience. Chaque signe active une tension intérieure. Le bélier pousse à agir, le taureau à posséder, les gémeaux à comprendre, le scorpion à mourir symboliquement, le verseau à se libérer, les poissons à se dissoudre. La franc-maçonnerie ne demande jamais à l'initié de croire. Elle lui demande de vivre ces tensions à travers des symboles, des rituels, des mises en scène psychologiques puissantes. C'est une pédagogie silencieuse. Pourquoi 33 degrés? Le lien caché avec le ciel. Officiellement, les degrés maçonniques représentent des étapes morales. Mais dans certaines lectures ésotériques, le nombre 33 est loin d'être arbitraire. 33 vertèbres dans la colonne humaine. 33 degrés symboliques de l'élévation. 33 comme somme de cycles lunaires particuliers. 3 plus 3. 6.
nombre de l'harmonie cosmique. Dans certaines traditions initiatiques, l'élévation de la conscience est comparée à une ascension de l'énergie, depuis la base jusqu'au sommet, suivant un axe vertical, exactement comme un alignement entre la terre et le ciel. Le zodiaque n'est pas extérieur, il est intérieur. C'est ici que beaucoup se trompent. Les francs-maçons ne regardent pas le zodiaque pour savoir ce qui va leur arriver. Ils l'utilisent pour comprendre ce qui se passe en eux. Les planètes ne sont pas des tyrans célestes, elles sont des miroirs. Elles révèlent des forces psychiques déjà présentes. Celui qui ignore ces forces les subit. Celui qui les connaît apprend à les traverser. Pourquoi ce savoir est jugé dangereux? Parce qu'un homme qui comprend les cycles ne se laisse pas manipuler par la peur, comprend que toute crise est transitoire, sait que la chute précède souvent l'élévation, ne confond pas chaos et fin définitive. Ce type de lucidité est incompatible avec les systèmes fondés sur l'ignorance et la réaction émotionnelle. La franc-maçonnerie, comme toutes les sociétés initiatiques, marche sur une ligne fine. Transmettre sans révéler trop, éveiller sans provoquer, montrer sans expliquer entièrement. La question devient alors inévitable. Le zodiaque est-il utilisé comme un outil d'éveil ou comme un langage de pouvoir réservé à une élite consciente des lois invisibles? Quand le ciel devient interdit, la terre invente des dogmes pour le remplacer. À ce stade du récit, une évidence commence à s'imposer silencieusement. Le zodiaque n'a pas disparu. Il a été transformé, déguisé, parfois même diabolisé. Et cette transformation ne s'est pas faite par hasard, car lorsque les grandes religions monothéistes se sont imposées, elles ont hérité d'un problème majeur. Comment effacer un langage cosmique millénaire sans détruire totalement la structure mentale des peuples qui vivaient avec lui depuis des milliers d'années? La solution ne fut pas l'effacement brutal. Ce fut la réécriture, quand le ciel gouvernait encore les dieux. Avant que les dieux ne deviennent uniques, jaloux et invisibles, ils étaient multiples, liés aux saisons, aux planètes et aux constellations. Les anciens peuples ne priaient pas vers le ciel par abstraction. Ils priaient le ciel lui-même, perçu comme une intelligence vivante. En Égypte, le parcours du soleil à travers le zodiaque représentait le voyage de l'âme après la mort. En Mésopotamie, les constellations étaient les archives du destin collectif. En Grèce, les dieux n'étaient rien d'autre que des principes célestes personnifiés. Puis est venu le moment où l'homme a cessé de lever les yeux et a commencé à se soumettre à un récit unique. Le zodiaque caché dans la Bible. Voici une vérité rarement enseignée, mais connue des exégètes ésotériques. La Bible est traversée de références zodiacales codées. Prenons quelques exemples troublants. Les 12 tribus d'Israël correspondent aux 12 signes du zodiaque. Les 12 apôtres suivent à la même logique symbolique. Le Christ est souvent représenté comme un soleil spirituel, entouré de 12 figures. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une structure. Dans certaines lectures anciennes, Jésus n'est pas seulement un homme ou un messie, mais l'incarnation d'un principe solaire, traversant les âges, mourant symboliquement à chaque équinoxe, renaissant à chaque solstice. Ce schéma existait bien avant le christianisme. Pourquoi l'Église a diabolisé l'astrologie? L'astrologie n'a jamais été rejetée parce qu'elle était fausse. Elle a été rejetée parce qu'elle était concurrente. Car l'astrologie enseigne une chose dangereuse pour toute autorité religieuse centralisée. L'homme peut comprendre les lois divines sans intermédiaire. Or, toute institution fondée sur la hiérarchie ne peut tolérer une connaissance qui rend l'individu autonome spirituellement. Alors, le zodiaque a été discrédité, réduit à de la superstition, puis relégué à l'horoscope de divertissement. Pendant ce temps, ces structures ont été absorbées silencieusement dans les récits religieux. La franc-maçonnerie, héritière ou gardienne. La franc-maçonnerie apparaît dans l'histoire à un moment clé, juste après que le ciel ait été officiellement banni du sacré populaire. Elle se présente comme une organisation discrète, rationnelle, philosophique. Mais sous cette façade, elle agit comme un conservatoire du symbolisme ancien. Elle ne s'oppose pas frontalement aux religions. Elle les contourne. Là où la religion impose un dogme, la franc-maçonnerie propose un symbole.
Là où la foi demande de croire, l'initiation demande de comprendre. Et dans ce système, le zodiaque devient un alphabet secret, non pour gouverner le monde, mais pour gouverner l'homme intérieur. Les cathédrales, des temples astrologiques déguisés. Peu de gens le savent, mais certaines cathédrales médiévales, construites par des corporations de bâtisseurs initiés, contiennent des représentations explicites du zodiaque. Sur les portails, dans les rosaces, dans les vitraux, dans les labyrinthes au sol. Ces bâtisseurs n'étaient pas francs-maçons au sens moderne, mais ils détenaient un savoir commun. L'architecture sacrée est une projection du cosmos sur Terre. Les cathédrales n'étaient pas seulement des lieux de prière, elles étaient des machines symboliques, destinées à réharmoniser l'homme avec les cycles célestes. Le détournement du temps, du cycle à la ligne. L'un des plus grands bouleversements imposés par les religions dogmatiques fut le changement de perception du temps. Avant, le temps était cyclique, la mort était une transition, la fin était toujours suivie d'un recommencement. Après, le temps devient linéaire. Il y a un début absolu et une fin définitive. Le zodiaque représente l'éternel retour. Les religions ont imposé l'attente d'un jugement final. Ce changement a eu un impact psychologique colossal. L'homme n'est plus un voyageur cosmique, il devient un coupable en sursis. Pourquoi les initiés n'ont jamais abandonné le zodiaque? Parce que le zodiaque ne parle pas de morale. Il parle de loi. Et les lois ne disparaissent pas parce qu'on cesse d'y croire. Les francs-maçons ont compris que l'évolution humaine suit des phases. Confusion, éveil, chute, renaissance, dépassement. Ces phases correspondent aux cycles zodiacaux, mais aussi aux grandes périodes de l'histoire humaine. Ce n'est pas une prophétie, c'est une lecture. Le zodiaque comme carte de l'humanité entière. À un niveau plus profond encore, le zodiaque ne s'applique pas seulement à l'individu. Il s'applique aux civilisations. Certaines époques sont dominées par l'énergie du bélier, conquête, guerre. D'autres par celle de la balance, justice, loi. D'autres encore par le verseau, rupture, innovation, chaos créatif. La franc-maçonnerie ne prétend pas créer ces cycles. Elle cherche à les reconnaître, à s'y adapter, parfois à s'y préparer. Le mythe du pouvoir absolu. Contrairement au fantasme populaire, la franc-maçonnerie ne contrôle pas les étoiles. Elle ne contrôle pas le destin du monde. Mais elle possède quelque chose de plus subtil. La lecture des courants invisibles. Et celui qui sait lire les courants évite de nager à contresens, choisit le bon moment pour agir, comprend que toute domination est temporaire. Pourquoi ce savoir effraie autant? Parce qu'il détruit deux illusions majeures. L'illusion du chaos absolu, l'illusion d'un contrôle total. Le zodiaque enseigne une troisième voie, celle de la conscience lucide au sein du mouvement. La question devient brûlante. Si les religions ont masqué le zodiaque, si la franc-maçonnerie l'a conservé sous forme symbolique, alors que reste-t-il à découvrir? Les civilisations ne meurent pas par hasard. Elles s'achèvent toujours à la fin d'un cycle qu'elles ont refusé de reconnaître. Nous voici au dernier seuil. Celui que peu franchissent consciemment. Car comprendre pourquoi les francs-maçons utilisent le symbole du zodiaque n'a jamais été une simple question historique ou symbolique. C'est une question actuelle, brûlante, presque inconfortable. Car ce symbole ne parle pas du passé. Il parle du moment présent, et surtout de ce qui vient après. Le zodiaque comme horloge de l'humanité. Depuis l'Antiquité, certains initiés ne lisent pas le zodiaque comme une roue individuelle, mais comme une horloge cosmique collective. Une horloge qui mesure non pas des heures, mais des ères de conscience. Chaque grande période de l'histoire humaine est marquée par une dominante symbolique. Ère du taureau, sociétés agricoles, culte de la terre et de la fertilité. Ère du bélier, guerre, conquête, dieu guerrier. Ère des poissons, foi, sacrifice, culpabilité, salut par la souffrance. Ère du Verseau, rupture, savoir libéré, chaos créatif, effondrement des structures. Ce passage d'une ère à une autre n'est jamais doux. Il est toujours chaotique, instable, violent psychologiquement. Et c'est précisément ce que nous vivons. Pourquoi les symboles anciens reviennent maintenant? Dans les périodes de transition,
les anciens symboles refont surface. Non par nostalgie, mais par nécessité psychique. Lorsque les récits officiels cessent d'expliquer le monde, l'esprit humain retourne instinctivement vers des structures plus profondes. C'est pour cela que l'ésotérisme revient massivement, les symboles circulent à nouveau, les gens parlent de cycles, d'énergie, de réveil, les institutions perdent leur autorité morale. La franc-maçonnerie ne crée pas ce phénomène. Elle l'observe. Elle sait que lorsqu'un cycle s'achève, ceux qui refusent de voir deviennent rigides et se brisent. Le Verseau, liberté ou effondrement. Le symbole du Verseau est souvent mal compris. Il ne représente pas une ère de paix naïve ou d'harmonie automatique. Il représente la fin des structures obsolètes. Le Verseau brise les hiérarchies figées, remet en question l'autorité, expose les mensonges, libère l'information, sans garantie de sagesse. C'est une énergie ambivalente. La franc-maçonnerie connaît cette ambivalence. Elle sait que la connaissance libère autant qu'elle détruit. C'est pourquoi elle insiste toujours sur une chose. L'initiation intérieure précède la révélation extérieure. Pourquoi tout le monde n'est pas prêt pour ce savoir? Voici une vérité que les initiés n'énoncent jamais publiquement. Tout le monde ne cherche pas la vérité. Beaucoup cherchent seulement le confort psychologique. Or le zodiaque, dans sa lecture profonde, ne rassure pas. Il déstructure. Il oblige à accepter que l'ordre et le chaos coexistent. Les crises ont un sens. La fin n'est jamais définitive. L'homme n'est ni totalement libre, ni totalement soumis. Ce type de lucidité demande une maturité intérieure. Contrairement aux fantasmes, la franc-maçonnerie moderne n'est plus un centre de pouvoir absolu. Elle est devenue, pour beaucoup de ses membres, une loggia de mémoire. Un lieu où les symboles sont conservés, les cycles sont étudiés, les erreurs passées sont analysées. La transformation intérieure est privilégiée à la domination extérieure. Certains y entrent par curiosité, d'autres par ambition. Mais ceux qui restent longtemps comprennent une chose essentielle. Le vrai pouvoir n'est pas de diriger le monde, mais de ne pas être détruit par ses effondrements. Le zodiaque, comme carte de survie psychique. Dans un monde saturé d'informations, de crises, de peurs et de manipulations émotionnelles, le zodiaque devient une boussole intérieure. Il enseigne quand agir, quand attendre, quand lâcher, quand reconstruire. Ce n'est pas de la magie, c'est une lecture symbolique du réel. Celui qui comprend les cycles ne panique pas quand un système s'effondre. Il sait que tout ce qui meurt libère de l'espace pour autre chose. La plus grande illusion moderne. L'illusion actuelle est de croire que l'humanité vit une fin exceptionnelle, sans précédent. En réalité, elle vit une fin cyclique, comme tant d'autres avant elle. La différence, c'est que cette fois, l'information circule librement. Les symboles ne sont plus réservés à une élite. Le voile se déchire plus vite que prévu. C'est ce qui rend cette période si instable et si décisive. La vraie raison pour laquelle les francs-maçons utilisent le zodiaque. La voici, sans détour, parce que le zodiaque rappelle que rien n'est figé, parce qu'il enseigne que toute construction humaine est temporaire, parce qu'il offre une carte intérieure quand les cartes extérieures brûlent. Ce symbole n'est ni un outil de domination, ni un instrument de manipulation. Il est un langage de lucidité. Le choix final. À ce stade, deux chemins s'ouvrent. Le premier, rejeter ses idées, se réfugier dans des récits simples, attendre qu'un système sauve ou condamne. Le second, observer les cycles, travailler sur soi, comprendre que la fin d'un monde n'est jamais la fin de la conscience. La franc-maçonnerie n'impose pas ce choix, elle le montre, silencieusement. Arrivé jusqu'ici, ce n'est pas anodin. Cela signifie que vous avez pris le temps d'écouter, de réfléchir, de ressentir, et surtout de ne pas vous contenter des réponses faciles. Ce récit n'avait pas pour but de convaincre, encore moins d'imposer une vérité, mais d'ouvrir une porte. Une porte vers une autre manière de regarder les symboles, le ciel, les cycles, et peut-être vous-même. La vraie richesse de ces connaissances anciennes ne réside pas dans le mystère ou le secret, mais dans ce qu'elles réveillent intérieurement. Elles rappellent que chaque période de trouble cache un sens, que chaque fin porte déjà en elle un commencement, et que l'homme n'est jamais totalement perdu,
tant qu'ils cherchent à comprendre plutôt qu'à fuir. Merci sincèrement d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Votre présence, votre attention et votre curiosité donnent une vraie valeur à ce travail. Si ce contenu vous a touché, interrogé ou inspiré, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, en laissant un like et en activant la cloche de notification. C'est grâce à vous que ces récits peuvent continuer à exister et à évoluer. Continuez à questionner, à observer, à lire entre les lignes. Les symboles parlent à ceux qui prennent le temps de les écouter.